Bonjour à tous. Bienvenue une nouvelle fois pour ce nouveau webinaire. Je vais laisser la parole au docteur Laurent Sacomano, qui est médecin vasculaire et président de l'URPS Médecins Libéraux PACA, pour lancer cette session et présenter, introduire le professeur Lefteriotis. À vous la parole, docteur Sacomano. Merci beaucoup, Sabia. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, effectivement, dans le cadre des séminaires sur ces maladies rares, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Lefteriotis, qui assure à la fois la responsabilité de la discipline de physiologie avec le professeur Guillaume Favre et le docteur Moreau, Magny Moreau, donc au sein de la faculté, et qui, sur le plan hospitalier, assure la responsabilité à la fois de l'unité de médecine vasculaire et d'exploration vasculaire au CHU Pasteur, mais aussi également la plateforme d'exploration fonctionnelle de pédiatrie, donc à l'hôpital Lanval. Aujourd'hui, donc, il va nous parler des pathologies vasculaires calcifiantes rares, qui est un de ces dada dans lequel il est l'un de nos experts nationaux et internationaux. Donc, professeur Lefteriotis, je vous laisse la parole pour nous parler de ces maladies vasculaires rares. Merci beaucoup à tous. Alors, je remercie bien sûr les organisateurs, en particulier Résilience, de cette invitation donc à vous présenter d'abord en manière large, les activités du centre de compétences maladies artérielles rares. Et puis la deuxième chose, donc un focus aussi sur les maladies calcifiantes. Et puis deuxièmement, mon collègue Laurent Sacomano, qui est à la fois un collègue de spécialité, puisqu'il est aussi médecin vasculaire, et puis deuxièmement, puisque donc, il a la responsabilité de la présidence de l'URPS en PACA. Donc, je vais vous faire une présentation qui présente, c'est le cas de dire, la thématique. Je la fais là, ici, depuis Lanval, puisque j'ai effectivement une petite activité en pédiatrie vasculaire, et c'est là d'ailleurs en fait qu'on rencontre aussi des maladies rares vasculaires, pas seulement chez les adultes. Alors, les maladies artérielles rares de manière générale, donc ce sont, comme vous savez, des pathologies qui sont le plus souvent la pathologie athéroscléreuse, mais il y a aussi des maladies artérielles qui sont soit d'origine génétique, soit éventuellement congénitale. Et je m'occupe donc de l'unité de médecine vasculaire à Pasteur, dans lequel se trouve ce centre de compétences, ainsi qu'avec mes collègues, donc le docteur Verena Fassbender et le docteur Giordana. Donc, vous pouvez nous contacter sur l'adresse mail médecine.vasculaire@chu-nice.fr, et il y a toujours un médecin qui pourra vous répondre en cas de questions. Alors, je vais très rapidement vous dire d'où vient ce centre de compétences maladies artérielles rares. En fait, en 2017, j'ai rejoint donc Nice en provenance d'Angers, où j'avais fait l'essentiel de ma carrière et où j'avais créé avec mon patron de l'époque une unité de médecine et d'exploration vasculaire à Angers. Et donc, à partir de 2022, nous avons demandé la labellisation de centre de compétences maladies rares dans le domaine de la filière FAVA-Multi. C'est le nom de cette filière nationale, dans lequel donc, il y a deux chapitres, les maladies artérielles rares, dont je m'occupe avec Verena Fassbender, et puis excusez-moi, et puis l'autre centre que vous avez ou que vous allez découvrir la prochaine fois, qui est celui du lymphodème primaire, donc de Pascal Giordana et de Verena Fassbender. Donc là, je vous présente une petite partie de l'équipe avec Sophie Bonnet, qui est notre ARC, Pascal Giordana, moi-même, Verena, et puis Madame Anziani, Marilène Anziani, pardon, qui est la kiné, qui travaille surtout dans le domaine du lymphœdème. Il y a aussi un infirmier, le Stéphane Giuntini, et puis une équipe de diététique, en particulier Madame Rouillet. Donc c'est un tout petit centre par rapport à d'autres centres nationaux. Alors donc, quelles pathologies artérielles rares nous prenons en charge ou nous sommes susceptibles de prendre en charge? Donc, les maladies du tissu élastique, en particulier les lèvres dans l'os vasculaire de type 3. Donc, c'est une maladie qui, comme vous le voyez, est extrêmement rare, puisque c'est 1 pour 150 000 de patients et qui a une transmission dominante et dont le gène connu pour l'instant, c'est le gène COL3A1.
Alors, l'Ehlers-Danlos, comme vous savez, dans sa forme la plus classique d'hyperlaxité, est extrêmement répandu. Il y a extrêmement peu, et Dieu merci, de formes vasculaires qui sont dramatiques en général, puisque ces patients qu'on voit en urgence pour des ruptures vasculaires, en particulier les femmes. Le Marfan ne fait pas partie de la filière FABA-multi, il faut le savoir, c'est une filière à part en fait, des maladies de l'aorte et qui est gérée, donc le centre de référence est à Paris avec Monsieur Jondot. Donc on n'assure pas les Marfans et de toute façon les Marfans on les voit soit en post-opératoire dans leur suivi, très rarement en fait de découverte comme ça fortuite. Mais bon, voilà, ça fait pas partie de. Mais on peut le prendre en charge éventuellement sur le plan des bilans. Alors, les maladies les artériopathies non athéromateuses les plus répandues, donc c'est la maladie de Buerger, bien sûr, la maladie de Takayasu qui est relativement rare, la dysplasie fibromusculaire également, et puis enfin la bicuspide aortique qui est moins, je dirais, notre spécialité. La maladie de Buerger, nous en voyons assez fréquemment. La dysplasie fibromusculaire, on a des liens en particulier avec Marseille qui est beaucoup plus développé dans ce domaine. Donc, c'est le professeur, pardon, Gabriel Sarlon qui s'en occupe. Donc, s'il y a besoin, on peut éventuellement adresser ces patients là-bas. Et puis, les pathologies artérielles calcifiantes rares, qui sont un chapitre un peu nouveau, et c'est lui que je vais un peu développer parce que en fait, ce n'était pas inscrit dans les maladies rares et pourtant, ce sont des maladies qui ne sont pas en lien avec l'athérosclérose et qu'on peut rencontrer en pratique courante. C'est vraiment pour ça que je souhaite attirer votre attention un peu sur ces pathologies. Alors, le chef de file, c'est le pseudoxanthome élastique, donc je vais développer un petit peu. Et puis, il y a les autres qui sont les calcifications généralisées de l'enfant, qu'on appelle encore le GACI. Et puis, il y a des apparentés dont je parlerai rapidement. Alors, les pathologies vasculaires calcifiantes, en fait, sont caractérisées par plusieurs symptômes. D'abord, des lésions en général du tissu élastique cutané. Donc, comme vous le voyez ici, des lésions, par exemple, au niveau des plis de flexion, assez pas toujours évidentes à mettre en évidence, avec des sortes de papules, ça donne une peau de poulet ou quelquefois des formes plus sévères. Là, vous avez une actrice que vous connaissez peut-être parce que vous l'avez vue jouer dans des films, donc c'est Jessica Parker. Donc elle a un pseudoxanthome élastique, on voit des plis au niveau du cou alors elle a 25 ans, maintenant elle a, je crois, 70 ans et elle a des plis aussi plus marqués au niveau de la face, donc c'est des atteintes du tissu élastique. Ce sont des patients qui ont bien sûr une pathologie artérielle associée, donc ils ont une claudication intermittente, qui peut être un mode de révélation, et puis surtout, ils ont des atteintes au niveau de la rétine avec des ruptures d'une membrane élastique de la rétine qu'on appelle la membrane de Bruch et qui va provoquer une néovascularisation avec une cécité centrale. Donc, ce sont les trois champs qui font qu'on peut découvrir cette maladie. Alors, il y a des pseudoxanthomes, on les appelle PXE dans notre jargon, qui ne sont pas en fait authentiquement des PXE, mais qui ressemblent et qui sont souvent assimilés. Donc, ce sont des maladies qui vont faire intervenir d'autres anomalies, notamment dans le gène GGCX. Ils ressemblent au PXE par des lésions cutanées, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que vous voyez là, on a du cutis laxa, par exemple, qui est un relâchement des tissus qui n'est pas au niveau des zones de flexion. On peut avoir donc, c'est ce que je vous ai dit, les GACI qui se voient essentiellement chez les enfants. Alors, c'est des maladies qui tuent les enfants assez rapidement parce qu'ils naissent avec un réseau vasculaire complètement calcifié. Les formes qui survivent vont être atteintes de rachitisme dans un certain nombre de cas. Puis enfin, il y a des formes très rares de l'adulte qu'on appelle ACDC, donc qui est la calcification de l'adulte, qui est liée à un déficit d'un gène qui s'appelle CD73 et que je ne développerai pas ici. Alors, le pseudoxanthome est une pathologie donc, qui est polysystémique, enfin multisystémique. Vous voyez, donc, comme je vous l'ai dit, il y a des atteintes au niveau de la rétine, donc ça donne des cécités maculaires. C'est d'ailleurs une des principales causes de handicap chez ces patients, qui atteint 2 femmes pour un homme, avec une fréquence qui va de 1 pour 50 000 à peu près. Ensuite, il y a l'artériopathie calcifiante, donc, que j'ai déjà un peu évoqué. Il présente aussi souvent des lithiases qui sont liées à des dépôts de calcium au niveau du rein.
Et enfin, ils ont ces problèmes esthétiques, donc au niveau des plis de flexion. Ils ont des pathologies vasculaires, bien sûr, associées beaucoup plus rares. Les coronaropathies, par exemple, ne font pas partie d'un tableau très sévère dans ces maladies. Ils ont des hypoplasies vasculaires, je vous en reparlerai, et puis certains développent des hémorragies digestives, mais c'est assez rare. En gros, donc, ils développent des dépôts de calcium dans des tissus non osseux. C'est ce qui provoque en fait ces lésions. On sait depuis l'an 2000 que c'est le gène ABCC6, donc qui est un transporteur au niveau des membranes essentiellement du foie et du rein. Donc, c'est deux organes qui agissent à distance finalement et qui agissent sur cette protéine dont on ne connaît pas très bien le fonctionnement. On pense que c'est un transporteur, mais on n'en est pas tout à fait sûr. Et en fait, ce qui a été isolé, et on a mis longtemps à comprendre, c'est que c'est un facteur qui normalement devrait être présent dans le sang, qui est un anticalcifiant et qui disparaît dans cette maladie. Alors, dans les années 2014, une équipe américaine a isolé en fait un des éléments qui est responsable de la calcification ectopique. C'est le pyrophosphate. C'est une molécule qui va s'insérer au milieu de l'hydroxyapatite, qui forme par exemple les tissus osseux. C'est une maladie qui est une molécule qui est très simple. C'est un biphosphate et on voit ici, par exemple, qu'il existe déjà ce type de produit que vous utilisez, c'est le Calgon, par exemple, qui est un biphosphate et qui va entraîner le blocage en fait de la progression de la calcification. Pour vous montrer l'ordre de grandeur, les phosphates, qui sont les principaux agents calcifiants, est de l'ordre du millimolaire, alors que le pyrophosphate, c'est du micromolaire. Et on a montré que chez les patients et chez les souris knockout qui sont le modèle de la maladie PXE, qu'il y a un effondrement en fait de ce taux circulant de pyrophosphate dans le sang, qui est donc un des critères biologiques de la maladie. C'est d'ailleurs le seul et unique critère biologique de la pathologie. Alors, ce pyrophosphate, vous le trouvez aussi dans l'alimentation, c'est le E450. Il est très utilisé, c'est celui qui constitue la levure chimique. Donc, vous voyez qu'on est entouré par ce produit, mais vous verrez qu'on peut l'utiliser aussi à des fins thérapeutiques. Alors, je vous ai montré ici un schéma qui est relativement complexe, juste pour vous montrer qu'effectivement, c'est relativement compliqué. En gros, on va dire que le pyrophosphate, il provient de la dégradation de l'ATP en dehors des cellules et qui va provoquer donc l'apparition de pyrophosphate qui va bloquer le mécanisme de calcification. Donc, c'est un anticalcifiant physiologique. Et par contre, il y a tout un tas d'enzymes qui assure cette transformation de l'ATP en phosphate et en pyrophosphate. Bon, je ne vais pas les détailler, mais l'absence de l'une de ces enzymes ou de ces protéines au niveau de la surface des cellules va être responsable de ces maladies. Donc, le pseudoxanthome ici à distance au niveau du foie qui libère du pyrophosphate dans la circulation générale, et puis d'autres maladies que dont j'ai parlé tout à l'heure, le GACI par exemple, ou ACDC ou Progeria, qui sont des maladies qui vont entraîner, elles aussi, un effondrement du taux de pyrophosphate. À l'inverse, il y a des maladies dans lesquelles on peut observer l'inverse, c'est-à-dire un excès de pyrophosphate ou un excès de phosphate. Et donc, dans ces conditions, on va décrire des maladies un petit peu différentes avec des calcifications différentes. Par exemple, dans l'insuffisance rénale, c'est un effondrement du pyrophosphate et un excès de phosphate qui provoque la calcification dans l'insuffisance rénale. Alors, je suis assez fier de vous montrer en fait les travaux qui ont été réalisés ici avec l'équipe du LP2M du CNRS à Nice, dans lequel je travaille, qui a mis au point un dosage de pyrophosphate, puisque le pyrophosphate est un composé extrêmement labile et très difficile à doser. Donc, il n'y avait pas, et les dosages qui existent actuellement sont juste des dosages de laboratoire, mais on a réussi à mettre au point une technique relativement fiable ici, d'ailleurs, qui a fait l'objet d'un brevet et qui permet de mesurer dans le sang de ces patients ou lorsqu'on a une suspicion de PXE, on peut mesurer donc le taux de pyrophosphate et vous voyez qu'il est diminué à 30 ou 50% chez ces patients sur une simple prise de sang. Et un article récent que nous avons publié montre d'ailleurs qu'il a une excellente sensibilité à détecter, quel que soit l'âge, la chute de pyrophosphate qui accompagne le pseudoxanthome élastique. Et en particulier chez les patients de moins de 50 ans, puisque c'est une maladie qui est relativement silencieuse, on va dire, avant les 40-50 ans sur le plan de ses manifestations.
Donc, il existe un dosage. Pour l'instant, on essaye de commercialiser ce dosage. C'est le travail qui est fait en communauté avec la SAT Sud-Est. Voilà. Donc, pour l'instant, le dosage est disponible à des fins de recherche, mais pas encore disponible sur le plan commercial. Alors, je vous ai dit qu'il y avait des calcifications essentiellement dans le pseudoxanthome, mais pas seulement. En fait, on a découvert, enfin, je suis un des premiers à l'avoir décrit d'ailleurs, des malformations vasculaires très importantes chez ces patients qui avaient été un peu passées sous silence dans la littérature, et en particulier des anomalies de développement des carotides qui sont assez typiques chez ces patients, voire leur disparition, sont remplacées par des réseaux de substitution. Et ça peut se décrire chez l'adulte, et découverte fortuite souvent, ou encore, on vient de le voir récemment ici chez une enfant qui avait 1 an. Donc, ça veut dire que c'est une maladie qui a certainement pas livré tous ses secrets, et ces anomalies de développement vasculaire qu'on peut rencontrer chez 15% de ces patients, qui d'ailleurs sont à l'origine d'accidents vasculaires cérébraux, on n'a pas d'explication encore à leur genèse. Donc, il faut les rechercher, d'où l'intérêt de faire des bilans vasculaires chez ces patients. Alors, comment on peut restaurer le taux de pyrophosphate? Il y a plusieurs méthodes actuellement qui sont développées. Il y a la possibilité de limiter la dégradation. Donc, c'est des laboratoires qui travaillent dessus, comme des inhibiteurs d'enzymes qui dégradent le pyrophosphate. C'est la stratégie d'AI600Kyo, par exemple. Excusez-moi, je mélange avec l'anglais. Augmenter la production de pyrophosphate, c'est une société américaine qui s'appelle Inozyme, qui est une start-up qui développe donc un composé administré en sous-cutané, qui semble donner des résultats prometteurs, en tout cas dans le GACI, mais aussi dans le pseudoxanthome. Il y a des inhibiteurs de la calcification qui ont été développés également et qui sont commercialisés par CSL Vifor, par exemple. Et puis nous, on a choisi l'option de la supplémentation en pyrophosphate. Et là, il y a 2 possibilités, soit de donner des bisphosphonates, et en particulier l'éthydronate, c'est le seul qui marche dans ces conditions. C'est une société belge qui est en train de réintroduire sur le marché ce composé qui avait disparu depuis 20 ans. Et puis nous, qui avons choisi l'option à travers un essai clinique, de donner du pyrophosphate par voie orale, car on peut effectivement monter le taux de pyrophosphate de cette manière-là. Et c'est un partenariat avec le CHU de Angers, qui d'ailleurs est le centre de référence de la maladie, que nous avons mis en place cet essai clinique depuis 2019. Alors cet essai s'appelle Prophétie, bien qu'on ne soit jamais prophète dans son pays. Donc c'est un essai randomisé dans lequel on administre du placebo ou du pyrophosphate à ces patients. C'est un PHRC national donc qui avance bien. Nous sommes dans la 2e année de recrutement. Il y a eu le retard lié au Covid et on espère avoir des résultats en 2026. Alors, la prise en charge du pseudoxanthome et de ses apparentés en France, ben, c'est essentiellement le centre de référence de Angers, donc, qui est conduit par mon collègue Ludovic Martin, avec qui nous avions d'ailleurs créé le centre ensemble à l'époque. Et puis moi, en arrivant sur Nice, j'ai exporté cette compétence. Et donc, nous avons un centre qui couvre la partie, on va dire, sud de la France, puisqu'on a des malades qui viennent de Toulouse, de Montpellier, bien sûr de Marseille ou encore de Toulon, que nous pouvons recevoir dans le centre de compétences. La cohorte nationale entre Angers et Nice est une très grosse cohorte européenne, puisque nous avons au moins 250 patients qui sont génotypés et phénotypés. Vous voyez, Paris, c'est un tout petit centre pour une fois, c'est la province qui l'emporte. Et donc, nous sommes très intéressés pour voir ces patients, car on a beaucoup de choses encore à voir avec eux. Alors, c'est une maladie, donc vous avez compris, qui est transversale, donc qui intéresse la dermatologie, l'ophtalmologie, la médecine vasculaire, bien sûr, la génétique, la rhumato, ce qui explique en fait que c'est des patients qu'il faut voir dans le cadre d'une HDJ que nous avons organisée, qui n'est pas toujours facile à faire fonctionner, mais qui semble se stabiliser actuellement. Donc, il est important de pouvoir avoir tous ces éléments à portée de main. Et puis, nous, ici sur Nice, on a 2 modes d'entrée, non seulement pour le PXE, mais pour toutes les autres pathologies. Donc, soit la chirurgie vasculaire qui voit des patients qui présentent des élastopathies dans le cadre de l'urgence. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec les Marfan ou les édermatoses de type 3. Pour le suivi, ma collègue Verena Fassbender et moi-même, on s'en occupe.
Et on ne fait que le dépistage des anomalies vasculaires, des éhlers dans l'os non vasculaire, car c'est essentiellement en fait un rhumatologie qui s'occupe de toute la partie hyperlaxité de ces maladies. En gros, les types 3 sont très rares et donc il y a très peu de cas qui en fait relèvent de notre juridiction. Et puis les PXE et apparentés, donc ça c'est une HDJ que nous avons mis en place avec la dermato, l'ophtalmo, notre service, la radiologie, parce qu'il faut faire des scores de classification de ces patients pour voir leur évolution, la génétique bien sûr, et puis on aimerait bien avoir un psychologue dans l'unité parce que ces patients ont besoin de cette prise en charge aussi. Et enfin, les protocoles de recherche clinique qui sont un élément clé dans les maladies rares, comme vous le savez, qui nous permettent d'avancer. Donc pour nous contacter, je vous ai donné l'adresse mail, sinon vous pouvez contacter le secrétariat des consultations. Et puis, bien sûr, vous avez par résilience la possibilité de rentrer en contact avec nous. Et enfin, je remercie tous les collègues avec qui nous travaillons, donc les équipes cliniques qui sont représentées ici, surtout au niveau du CHU principalement. Et puis des chercheurs, bien sûr, parce que, comme je vous l'ai dit, une maladie rare nécessite aussi de la recherche. Donc, c'est avec l'équipe conduite par Isabelle Rubera et Christophe Duranton, au LP2M. Et puis, des partenaires académiques au niveau de la France. On a beaucoup de liens avec d'autres équipes qui s'intéressent à ces problématiques. Au-delà, donc, c'est l'Europe, voire même plus, puisque vous voyez, on a des collègues sur Hawaï qui sont des spécialistes. On a des liens avec les partenaires industriels dans le cadre de cette maladie qui est le pseudoxanthome et maladie calcifiante en général. Et enfin, on a accès à tout un tas de réseaux nationaux et internationaux, dont un certain nombre sont listés ici, en particulier ISEC, qui est une société européenne, et InTech, qui est un réseau qui est conduit par l'Université de Ghent. Voilà, j'ai fini mon exposé. Et si vous avez des questions, ça sera avec plaisir de pouvoir y répondre. Merci beaucoup, Georges, pour cette très belle présentation sur ces pathologies très, très particulières et très rares. Alors, pendant qu'on va laisser les personnes peut-être se manifester, soit en levant la main, soit en activant directement leur micro, hein, pour prendre la parole et poser la Oui. question. Moi, j'avais juste une petite question toute simple, parce qu'on a vu le tableau clinique quand déjà c'est évolué. En médecine de ville, à quel moment faudrait-il y penser? Alors, je pense surtout côté médecine générale ou hors pathologie déjà suffisamment clair, quoi. Alors, c'est une très bonne question. Bon, comme beaucoup de maladies rares, les diagnostics sont souvent égarés. C'est-à-dire que là, des patients soit, comment dire, n'ont pas bien été identifiés. Donc, il faut y penser devant des lésions dermatologiques, c'est clair, se voit à partir de l'enfance. Très souvent, les malades nous relatent que leurs parents leur disaient: tu t'es pas bien lavé le cou, il reste encore de la saleté et tout. Et en fait, c'était ces lésions au niveau cutané. Pour les médecins, c'est surtout les médecins vasculaires. Quand on voit des artères calcifiées chez un sujet jeune, il faut y penser, sans facteur de risque nécessaire. Malheureusement, c'est une maladie qui va commencer à être agressive à partir de 40 ans, où les lésions vont vraiment prendre un impact. Et c'est souvent d'ailleurs les ophtalmos qui les dépistent. Donc, le mode d'entrée, c'est dermato, ophtalmo, médecine vasculaire, parce que les médecins commencent à en entendre parler depuis que j'en parle régulièrement au congrès chaque année. Donc voilà, il faut y penser devant ces tableaux. Après, c'est à nous, enfin, entre l'ophtalmo et la dermato, d'éliminer le diagnostic ou de mettre en évidence une autre pathologie, puisque comme je vous ai montré, il n'y a pas que le pseudoxanthome, même si c'est le plus fréquent, qu'il faut dépister. Puis chez l'enfant, alors là, c'est plus les pédiatres qui vont les identifier. Parce que c'est moins facile. Et puis, ça peut être des tableaux très atypiques, comme par exemple les accidents vasculaires cérébraux de l'enfant. C'est relativement décrit dans la littérature et il faut y penser. Merci. Sabia, y a-t-il des personnes qui se sont manifestées sur le chat ou en Non, il n'y levant a la pas main? de, il y a pas de questions au Non. niveau du chat pour le moment. Donc, j'ai été très clair. J'avais Bon, une je vais répéter. question, moi, de mon Allez-y. côté. Concernant la nouvelle technique de dosage que vous avez présentée, vous disiez que de votre côté, c'était des patients qui étaient dans des protocoles de recherche, c'est ça? Oui.
C'est que dans cette finalité, il faut que le patient rentre dans une étude clinique pour qu'il puisse y accéder ou vous l'utilisez quand même en diagnostic ou Alors, pour en d'autres général? centres, on le fait, alors le problème, c'est que ça a un coût, bien sûr, c'est le coût Oui, des consommables. c'est ça. Donc on le fait, assez largement. On a des centres, en France qui nous demandent ce dosage maintenant que la littérature commence à en parler et puis comment dire? Nous, on le fait alors la plupart du temps, oui, dans le cadre de la cohorte, donc ça peut être assez facile et ou de l'inclusion dans un essai clinique, comme par exemple Prophétie, ça fait partie, là, cette fois-ci, c'est intégré dans le protocole. Mais on est assez souple, en fait, et si les gens, veulent le dosage, bon, il y a des conditions de recueil qui sont un peu particulières, donc il faut disposer, localement de ces moyens-là, mais on peut le faire assez facilement. On aimerait bien le commercialiser parce que d'une certaine manière, c'est pas le travail du laboratoire de recherche de faire à grande échelle, en fait, Mmh, ce dosage. je comprends et j'avais pas compris en fait quel est par la suite l'effet, le fait de, remettre à la norme en fait le taux de pyrophosphate. Est-ce que quel est l'effet Ah, sur la maladie par la suite? J'avais pas compris cette alors, partie-là. donc, Est-ce que chez vous les avez modèles désolée. de souris, ça ralentit et ça arrête la calcification, donc ça marche très bien chez les souris. Chez les patients, on n'a pas encore de résultats puisque le pyrophosphate par voie orale, c'est nous qui le testons. Les résultats qui ont été obtenus dans d'autres maladies comme le GACI, par exemple, par Inozyme avec leur, composé injectable donnent des bons résultats. Donc eux, ils ont déjà vont obtenir les autorisations au moins sur le marché américain. Ils s'intéressent au marché européen, donc on aura certainement, des essais cliniques avec eux, dans le futur. Il y a Altrex aussi qui veut remettre le 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 bisphosphonate, dans le circuit, l'éthydronate en particulier. Donc ça commence à bouger beaucoup dans le domaine des thérapeutiques, mais aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de moyens d'empêcher la calcification, si ce n'est que de rétablir ce taux de pyrophosphate par un moyen, par un autre. Donc je ne sais Ce pas ce n'est que donnera mmh, Prophétie, dans 2026. J'espère que ça ralentira, mais pour l'instant, ça ne fait pas repartir les calcifications, c'est un peu notre problème. Une fois qu'elles d'accord, sont OK. là, la Mmh. régression, on n'y est pas encore, hein, malheureusement. Mais il faudrait traiter les gens jeunes, avant qu'ils aient tous les symptômes pour justement ralentir, l'apparition de la maladie, qui est une maladie chronique, les patients en étant atteints jusqu'à leur mort, en fait. Mmh. Donc c'est un problème, qui, comment dire, ne prend son importance, comme je vous ai dit, qu'à partir de la cinquantaine, donc mais il est déjà trop tard, en fait. Docteur Sacomano, c'est une question? Non, moi je Une n'avais pas remarque? d'autres questions. Je ne sais pas, je ne vois pas d'autres, Il n'y a pas d'autres messages. questions? Une dernière question de mon côté du coup. Allez-y. Hem, Parce que là on fait ces webinaires aussi pour, le lien ville-hôpital et je pose toujours cette question: quelle est la difficulté que vous rencontrez par rapport à la ville? Les différents professionnels, hein, vous parlez des interactions avec, les médecins, mais, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que enfin, dans votre pratique, dans votre centre, en fait, avec la Alors ville? la principale difficulté, c'est que vous l'aurez compris, c'est une maladie, si je prends le pseudoxanthome, mais les autres maladies, ce sont des maladies qui sont des maladies métaboliques, en fait. Donc et curieusement, elles sont dans le répertoire, des maladies dermatologiques parce que c'est les dermatologues qui les ont compris et c'est toute la difficulté, en fait, de de ces filières maladies rares qui sont un peu des tuyaux dans lesquels, on fait rentrer les patients. Pour être clair avec vous, je défends en fait moi actuellement carrément une entité à part qui s'appellerait donc les maladies calcifiantes, ectopiques, qui serait beaucoup plus large. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir l'interaction avec les autres spécialités. C'est-à-dire qu'il faut créer tout ce réseau entre la ville, entre les hôpitaux, c'est déjà compliqué, mais en plus entre la ville et l'hôpital. Pour recruter, par exemple, des patients pour prophétie, il a fallu que je fasse appel à la Société française d'ophtalmologie pour demander si les ophtalmos avaient des patients pseudoxanthomes dans leur clientèle. Ils en ont, mais c'est des patients qui ne sont pas suivis dans des centres. Souvent, ce sont des patients qui sont suivis en dehors des centres. C'est un peu regrettable que à la France, qui est quand même en avance dans le domaine des centres de maladies rares,
par rapport à beaucoup de pays européens et outre-Atlantique, n'ait pas réussi à mettre en place, et je pense que Résilience en fait partie, une espèce de moyen de communiquer entre les spécialistes ou une sorte comment dire, de hub dans lequel on pourrait dire, tiens, moi j'ai un patient pseudoxanthome, je vous l'envoie à Angers ou à Nice, vous faites le bilan et vous nous dites après ce qu'il faut faire. Ça, c'est un peu le problème. Vous voyez, le Marfan, par exemple, je découvre, je ne le savais même pas et mes collègues ne le savaient pas, ça ne fait pas partie des maladies assurées par la filière Favamulti, c'est une autre filière qui s'occupe de ça. Et donc, ça vous montre bien qu'il y a des difficultés dans le réseau, la matrice du réseau de détection, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de patients qui nous échappent. Et quand je regarde Bamara, il n'y a que 500 patients en France qui ont été identifiés dans Bamara, alors qu'on sait par le calcul qu'il doit y avoir au moins 2500 patients pseudoxanthomes qui se baladent, mais qui ne le savent ni forcément, ni qui sont suivis correctement. C'est à mon avis, l'effort, il est encore à faire là-dedans. D'où l'intérêt de ces webinaires où les gens Voilà. se retrouvent effectivement. Et peut-être pour conclure, hein, je crois que, alors pour le tester aussi dans la filière lymphœdème, et je crois que Pascal Jordana est connecté et je le remercie aussi de la rapidité avec laquelle il prend en charge les patients parce que ça illustre vraiment cette problématique et finalement ce bénéfice que l'on a, alors là notamment en médecine vasculaire, mais de pouvoir identifier les patients et quand on est un petit peu coincé pour la prise en charge en ville, de pouvoir l'adresser au centre de référence pour pouvoir avoir cette prise en charge et effectivement aussi sur ce côté psychologique qui est souvent très invalidant pour le patient de se sentir reconnu, pris en charge. Donc effectivement, je pense que par ces petites entrées et ces liens petit à petit, le réseau va continuer à s'installer et on y viendra sans doute dans un prochain webinaire sur aussi l'explication de l'organisation qui se fait en ville sur cette coordination des soins, puisque je sais qu'il y a aussi des coordinateurs de DAC hein, qui sont connectés aujourd'hui. Bonjour Oui. à un autre Pascal. Voilà, tout ça se structure, se coordonne et je pense qu'on a encore bien des progrès à faire, mais l'histoire est en route et c'est une très belle chose. Donc, merci effectivement à Résilience, merci à ces webinaires qui sont mis en place pour nous aider à mieux prendre en charge encore nos patients. Donc, un très grand merci à tous. Je vous souhaite de bonnes vacances. Je ne sais pas, Sabia voilà, est en ligne, donc peut-être Non, on va je suis conclure. en ligne avec le professeur Lefteriotis parce qu'il Ah ben, est, elle était ça s'est déconnectée. déconnecté. Et ben donc voilà, un très, très grand merci à lui, un grand merci aux Bon, participants, de ce webinaire qui ont accepté de se reconnecter aujourd'hui et un on est très en bel train, été, à oui. tous. C'est ça. Merci à vous, Merci à tous. professeur. Oui, merci au professeur Lefteriotis que j'ai au téléphone d'avoir pris le temps d'expliquer vraiment pour cette présentation très complète. Merci à docteur Sacomano d'avoir pris le temps aussi de modérer sur vos vacances. Donc, prochain webinaire, ça sera en septembre, à la rentrée le 16 septembre sur le lymphodème primaire avec le docteur Pascal Jordana. Giordana. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci Au revoir. Sabia. Au revoir. Au revoir. Merci, Au au revoir. revoir.